Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre rendez-vous Éco-Débat sur Médien TV. C'est toujours un plaisir pour moi, ainsi que pour mes invités, de décortiquer et d'analyser avec vous l'actualité de la sphère économique marocaine en Afrique et dans le monde. Et actualité oblige, au menu aujourd'hui, justice sociale, modèle de développement et indice de misère. Tout de suite, l'édito. Le 26 novembre 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 20 février Journée mondiale de la justice sociale. Revenons tout d'abord sur la définition de cette justice sociale telle que formulée par l'ONU. La justice sociale, donc, comme le définit l'ONU, est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. C'est aussi la promotion de cette justice sociale qui ne consiste pas simplement à augmenter les revenus et à créer des emplois, c'est aussi une question de droit, de dignité et de liberté d'expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que de l'autonomie économique, sociale et politique. Au Maroc, et à l'occasion du 3e forum parlementaire sur la justice sociale, dans un message adressé aux participants du forum, Sa Majesté le roi Mohamed VI a une nouvelle fois durci le ton et a décliné les grands axes d'une vision nouvelle, une vision amenée à mettre le nouveau modèle de développement au Maroc au service des besoins croissants de sa population. Et le constat du souverain est celui de beaucoup de Marocains. Notre modèle de développement actuel a montré ses limites et qui, selon les mots du souverain toujours, est devenu obsolète. Au cœur plutôt de ce nouveau modèle, la jeunesse, une jeunesse en mal d'emploi et souvent d'éducation. Et comme piqûre de rappel dans ce même message royal, la réforme de l'administration. Inertie bureaucratique et incompétence freinent incontestablement le développement dans beaucoup de nos provinces. Justement, nouveau modèle de développement pour plus de justice sociale, mais aussi et surtout pour une équité et une justice régionale. Alors, quel nouveau modèle de développement pour répondre de manière pragmatique aux besoins de nos concitoyens marocains? C'est une question à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui avec mes invités. Hicham Hamadi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors vous êtes expert dans les questions économiques, également vice-président de la SMEX et aussi PDG de Hitch, cette nouvelle application qui met en relation les clients et les taxis au Maroc. Bienvenue. Merci beaucoup. Également sur le plateau d'Éco-Débat, ce soir j'ai le plaisir de recevoir Driss Essaoui, notre consultant économique. Bonsoir et bienvenue Driss Essaoui. Bonsoir. Alors, j'aimerais tout d'abord, messieurs, avoir vos définitions respectives de modèle de développement, puisque ce concept revient dans beaucoup d'articles de presse, sur beaucoup de discours de nos politiques et d'autres acteurs économiques. Je souhaiterais avoir comment chacun de vous voit ce concept. Hicham Hamadi. Allons-y. Pour moi, nouveau modèle de développement devrait se baser sur d'autres éléments et d'autres critères et aller plutôt vers l'innovation et autres dynamique de croissance. Pour aller directement et faire le parallèle avec ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a lu le nouveau modèle de développement, c'est pour légitimer un certain nombre de choses, notamment une libéralisation accrue des services publics, une libéralisation de la santé, aller sur des choses qui sont extrêmement, à mon sens, préjudiciables aux citoyens marocains. Donc, qui veut dire nouveau, il faut qu'il y ait une nouvelle ère politique, donc de nouveaux hommes politiques qui vont y réfléchir. On ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien, à mon avis, donc il faut commencer par cela. Un changement de la classe politique, un changement de l'ensemble des réflexes, des anciens réflexes qui sont là, un changement de nos élus, un changement au niveau de notre Parlement, et puis après, on pourrait peut-être réfléchir à une nouvelle manière de générer de la croissance et à faire en sorte à ce que cette croissance puisse profiter au plus large à l'ensemble de la population, à l'ensemble des Marocains. Donc pour moi, ça reste simplement une phrase, ça reste dans l'air du temps. Sa Majesté a raison parce qu'aujourd'hui, la notion ou la vision comptable qu'on a est très limitée. On a une loi de finances d'année en année qui va sur des petites réformettes par-ci, par-là, qui ne traduit pas un projet de société. On veut promouvoir l'emploi et on va simplement faire en sorte à ce qu'il y ait des baisses de cotisation et d'IR sur 10 emplois. Enfin, je ne sais pas comment on va faire la promotion de l'emploi avec des petites mesurettes. On veut promouvoir l'initiative et l'innovation, on n'en fait rien dans ce sens. On n'a même pas défiscalisé ou on n'a même pas déduit au niveau des impôts. Donc une loi de finances qui est complètement déconnectée
de la vision ou de notre projet de société. Alors justement, cela rejoint ce message royal adressé à ce forum pour la justice sociale. Il s'agit d'une vision globale. Il s'agit d'une vision globale. Quand je dis globale, c'est intégrée, politique, économique et sociale, Drissa Essaoui. Oui, effectivement, vous aviez posé la question de ce que c'est qu'un modèle de développement. Vous venez de le dire, c'est d'abord une vision. C'est-à-dire un pays se met, disons, il décide à partir d'un paradigme, disons que nous sommes une économie libérale, que nous voulons par exemple promouvoir l'investissement comme étant la base de la création de la richesse, l'investissement privé bien entendu, avec un rôle stratégique joué par l'État en tant que dans ses carnets de commandes. Il y a aussi une vision sur le développement des choix importants sur le développement des infrastructures, parce que les entreprises PME et autres ne peuvent travailler que dans la mesure où ils ont des infrastructures qui leur permettent de faire ça. Par exemple, sur les télécommunications, sur les routes, sur le transport, etc. Ça, c'est des investissements que la communauté doit consentir pour pouvoir avoir la base d'un investissement. Il y a autre chose. Il y a la fiscalité, il y a le climat des affaires, c'est-à-dire la justice, etc. Nous avons conduit un modèle de développement à plusieurs vitesses depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Nous avons donné de la priorité au tourisme, donné la priorité à l'agriculture et on a mis beaucoup d'argent justement dans ces secteurs-là. Et on a essayé de travailler, comme le disait mon ami Hichem, sur une approche comptable de ce développement. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Là, le fait qu'il y ait des lois de finances annuelles, c'est un cadre comptable annuel qui permet de donner la mesure des dépenses et des recettes de l'État. Mais en principe, toutes les lois de finances avec un gouvernement doivent s'inscrire dans le cadre d'une vision globale qui, justement, donne des priorités, qui met des stades d'évolution par rapport à la croissance économique. Nous avons une croissance économique qui est hypothéquée et indexée à l'agriculture. On sait que l'agriculture est un secteur qui aujourd'hui n'a pas pu se départir de ce lien avec la pluviométrie. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas aussi, excusez-moi de vous interrompre, Drissa Essaoui, parce que vous avez cité des secteurs, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi peut-être, dans cette redéfinition, en tout cas de notre modèle de développement, de sortir des sentiers battus, des plans sectoriels qui ont montré justement leurs faiblesses et leurs limites, tout comme, par ricochet peut-être, notre modèle de développement. Peut-être pas. Ce qu'il y a, aujourd'hui, s'il y a lieu de redéfinir ce modèle de développement, il faut regarder le potentiel qui existe chez nous. Quel est le potentiel que nous avons? Le grand potentiel, c'est la ressource humaine. Et quand on met en place, quand on réfléchit à ça, c'est le bas où le bas blesse parce que l'éducation-formation est en panne depuis des années. Il y a une réforme qu'on n'arrive pas à faire aboutir parce qu'il y a beaucoup de calculs politiciens derrière, etc. Aujourd'hui, la ressource humaine, si on la cale sur des secteurs à forte valeur ajoutée, et par exemple l'innovation technologique, les technologies de l'information, nous pouvons avoir une place de choix, disons, dans le marché mondial. Il y a des champions marocains sur tout ce qui est monétique, etc., qui arrivent. D'ailleurs, il y a même des entreprises marocaines qui sont multinationales. Mais on n'a pas atteint la taille critique. Il n'y a pas un accompagnement comme on le fait pour les secteurs traditionnels, l'agriculture, l'industrie, la pêche, le tourisme, etc. Il est temps aujourd'hui, parce qu'on a eu une expérience avec le Maroc numérique qui n'a pas été concluante. On a dépensé de l'argent sans véritablement répondre aux objectifs qui lui ont été fixés. Hichem Hamadi, vu que vous êtes un expert dans les technologies de l'information, c'est bien que Drissa Essaoui l'ait soulevé. On parle de beaucoup de plans. Vous avez parlé justement de ce plan numérique, on parle du plan digital. Alors, un Maroc digital de 2013 n'est pas celui de 2020 et peut-être que la vision est la même et que les objectifs aient changé. Quel est justement votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que l'État n'a rien à y faire. Parce que de toutes les manières, on est dépassé, les donneurs d'ordre actuellement sont connus, ça se passe aux États-Unis, peut-être ça se passera en Europe avec une structuration qui se passe, avec une position de la France qui ont mis énormément d'argent dans l'innovation, un fonds de 100 milliards d'euros. Donc ça se passe ailleurs, le temps est donné ailleurs, on est loin de tout cela. Il faut revenir à ce modèle de développement et se dire, qu'est-ce qu'on veut devenir? Quelle est notre vision de notre pays à horizon d'une génération, allez, 25, 30 ans, et puis après, à partir de cela, décliner cette vision en stratégie sectorielle. Il y a une boutade qui circule depuis toujours. Nous sommes en voie de développement depuis très longtemps. Soit on n'est pas sur le bon chemin,
soit le chemin est très long. Donc à un moment, il faut arrêter tout cela. Qu'est-ce qu'on veut devenir ? Qu'est-ce qu'on veut devenir à horizon 15 ans, à horizon 20 ans ? Est-ce qu'on veut avoir une voiture marocaine ? Est-ce qu'on veut pouvoir construire des avions ? Est-ce qu'on souhaite devenir un producteur d'agriculture, le premier producteur, je ne sais pas, d'un produit spécifique, de la tomate dans le monde ? Et donc, à partir de là, on décline. C'est cette vision qu'on n'a pas. Pourquoi ? Parce que, et là je rejoins mon ami, c'est que nos politiques ou nos politiciens, parce que j'aime plutôt le mot politicien, parce qu'on a beaucoup de politiciens et très, très peu d'hommes politiques, sont très opportunistes. Ils vont prendre effectivement ce leitmotiv et on va se dire, tiens, nouveau modèle de développement et on va faire des petites mesurettes, des petites réformettes de manière opportuniste à ce qu'on puisse accéder à tel ou tel siège, accéder à tel ou tel poste. À tel ou tel poste. Donc non, il faut que ça soit géré d'une manière globale, transversale, et heureusement que c'est, on va dire, entre parenthèses, dans le sens positif, imposé par Sa Majesté, pour que tout le monde va dans le même sens. Donc la question est de se dire, quel Maroc on veut pour nos enfants ? Quel Maroc on veut laisser pour nos enfants ? Quelle place dans le monde ? Quelle place dans l'Afrique ? Et à partir de cela, décliner en stratégie. On est en train d'attirer des investisseurs dans le monde de l'aéronautique, de l'automobile, mais on ne sait pas où est-ce qu'on veut y aller. On crée de l'emploi, c'est sûr. On crée de l'emploi, on offre de l'emploi, on augmente notre taux d'intégration. C'est génial. Mais demain, qu'est-ce qu'on deviendra ? Est-ce qu'on va fabriquer notre propre voiture ou bien on va rester comme ça et on attendra que la technologie change ? Tesla est en train de révolutionner le monde. On a des fusées qui partent et qui reviennent. On est loin de tout cela. Donc à un moment, il faut savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut devenir. C'est une question pour moi fondatrice de tout. À partir de là, on peut décliner en stratégie d'une manière cohérente et globale. Là, on a une stratégie au niveau de l'agriculture, une autre au niveau du tourisme, une troisième au niveau de l'industrie. Oui. Quelles sont les connexions ? Quelles sont les interconnexions ? Allez, parlons du numérique. Le numérique, il doit être transversal. On n'en a pas. Transversalité, justement, c'est une grande question qui est fondamentale. Il n'y a pas de stratégie là-dessus. On n'en a pas. C'est aussi basique que ça. Le monde va vers tout ce qui est impression 3D. L'industrie est en train de changer. On peut imprimer tout ce qu'on veut. On peut imprimer les produits qu'on veut d'une manière assez simple. On n'y est pas du tout. On est sur de l'impression des organes vitaux. On n'y est pas du tout. On est loin derrière. Maintenant, c'est rattrapable parce que qui dit nouveau modèle de développement dit des points d'inflexion qui peuvent arriver rapidement. Et donc l'innovation prime. Je pense que le Marocain, il est doté du même génie partout dans le monde parce que c'est quelque chose de démocratique. Hein. Elle n'est pas restreinte à une nation, le savoir. Et donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on va mettre les moyens pour que notre génie puisse éclore un jour ou bien on va continuer à faire de la même manière qu'on fait aujourd'hui ? Alors, puisque vous avez évoqué une certaine innovation, il y a ce point qui est revenu dans plusieurs des messages royaux, également de ce discours du 13 octobre. Et là, je parle de la réforme de l'administration. Alors, on a un nouveau ministre qui prétend révolutionner, en tout cas, l'administration publique Driss Issaoui. Et il affirme, en tout cas, réussir là où d'autres ont échoué à réformer cette administration. Ce n'est pas le propre d'un ministre pour réformer une administration. D'un ministère. C'est d'un ministère ou d'un ministre. L'administration, elle a un des liens directs avec l'économie, avec la société. Et comment voulez-vous qu'un seul ministre puisse décréter du jour au lendemain que l'on va devenir moderne, que l'on va devenir efficient? Ce n'est pas possible. Même la stratégie qui est développée, elle est basée sur quoi? Elle est basée justement sur le rôle des acteurs. On est en train de parler des acteurs, qu'est l'administration elle-même, le citoyen. Il y a des dispositions au niveau de la Constitution extraordinaires, que par exemple le fait de pouvoir faire des pétitions, de l'accès à l'information, l'article 47, etc. Tout ça, c'est des dispositifs extraordinaires. Mais le problème, on nous donne très peu de contenu. Mais le gros problème, même quand on annonce des principes généraux, il n'y a pas le service après-vente de cette réforme. C'est ça. C'est ça le problème. Sur plusieurs réformes, d'ailleurs, ça ne se limite pas à l'administration Le service après-vente, ça veut dire quoi? C'est l'accompagnement, c'est la mise en place des outils, c'est le fait de s'assurer que véritablement les usagers de l'administration puissent accéder aux services dans les règles et dans les délais qui sont fixés par la loi, etc. C'est le rôle de qui? Là, ça, c'est le rôle de tout le gouvernement. Sincèrement, ils sont solidaires dans cette réforme. D'ailleurs, c'est pourquoi ce ministère, il est rattaché au chef du gouvernement. J'espère, parce qu'en fait,
Il y a une stratégie de lutte contre la corruption qui est très généreuse en termes d'objectifs. Il y a des budgets qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, il y a très peu d'administrations qui ont pu justement mobiliser l'argent pour pouvoir, disons, rendre opérationnelle cette stratégie. Autre chose, il y a des contradictions. On nous dit que la carte biométrique peut remplacer tous les documents une fois que vous l'avez, alors que ce n'est pas vrai. Hicham Hamadi, vous acquiescez Je fais l'expérience en renouvelant le passeport de mon fils. Ah non, elle ne remplace rien du tout. Cette carte biométrique. Moi, je pense qu'on peut demander à n'importe quel Marocain. Elle n'a rien remplacé pour l'instant. L'ensemble des autres documents sont toujours demandés. Du coup, c'est une perte d'argent? Non, d'abord, c'est une perte de temps. Il y a des exemples qui sont très faciles à faire. Le ministère ou la Direction générale des impôts a décidé d'enlever, disons, le timbre et la TVA de manière physique. Le timbre à 20 dirhams, ils l'ont enlevé. Ça veut dire que quand l'administration veut, elle peut. Mais le problème, c'est qu'il faut associer tout le monde. Il faut informer de manière correcte tous les intervenants pour pouvoir aller de l'avant. La TVA, ça a marché. Enfin, disons, la vignette, ça a marché. La dématérialisation de toutes les relations, quel est l'outil? Et on vient d'en parler. La dématérialisation des actes administratifs est une aubaine et il faut qu'on se mette dedans parce que ça va lutter contre la corruption, on va gagner un temps fou, etc. L'administration, elle est tatillonne, elle reste tatillonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de convergence. Aujourd'hui, cette transversalité qu'évoquait Hicham Hamadi un peu plus tôt. Par exemple, Hicham, il est ministre de je ne sais quel secteur, il a une vision. La prémonition. Voilà. Donc, ça peut l'être. Il y a eu des prémonitions sur ce plateau. Alors, très bien. Alors, par exemple, il est généreux, il veut faire des choses, etc. Il veut développer. Alors, quand il arrive, je prends l'exemple du Husima. Il y a un projet qui a été signé de manière solennelle devant le roi Mohamed VI. Et quand résultat des courses, c'est un projet qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce que telle administration a dit « moi, je ne donne pas le foncier », l'autre « moi, je ne donne pas telle autorisation ». Et on est en train de se mener des guerres de procédures et qui sont attentatoires aux objectifs du développement lui-même. Maintenant, l'emploi. Vous aviez introduit pour parler de l'emploi. Très bien. C'était justement, vous avez fait ma transition. C'est très bien, Cédric. Très bien. Alors, parlons de l'emploi, par exemple. Il y a une stratégie qui a été élaborée pour l'horizon 2025. Cette stratégie, qu'est-ce qu'elle dit? 1, il faut homogénéiser toutes les politiques publiques, particulièrement les politiques économiques qui ont un lien avec l'emploi, que l'on parle le même langage. Je ne veux pas avoir au niveau de l'agriculture quelqu'un qui te dit « je fais tel plan et je vais avoir tant de postes d'emploi », l'autre, etc. Il faut qu'il y ait une coordination à la tête de ce gouvernement pour dire les politiques publiques, les politiques économiques destinées à l'emploi, voilà les objectifs dans lesquels ils sont, c'est-à-dire le niveau du déficit, la gestion de la masse monétaire, etc., etc. Comment faire en sorte que l'investissement soit soutenu pour qu'on puisse créer de la richesse, pour pouvoir créer de l'emploi. Deuxième niveau, c'est la territorialisation de cette stratégie qui est importante. La régionalisation. Vous voulez parler des régions, certaines régions emploient plus que d'autres? Non, mais même si vous voulez le faire aujourd'hui, c'est-à-dire quand on veut faire de la programmation à moyen et long terme, on a besoin d'un modèle d'équilibre général calculable. Les microéconomistes le connaissent. C'est un modèle qui permet de concevoir une économie de manière très schématique et pouvoir faire injecter des impulsions ici et là. Au niveau des régions, nous n'en avons pas. Il n'y a pas de comptabilité nationale régionale, à part les statistiques du Haut Commissariat au Plan. Mais la faute à qui? Encore une fois, je répète, cette question qui va sûrement revenir plusieurs fois. Peut-être que je me tourne vers Hicham Hamadi. Selon vous, c'est la faute à qui? La faute à... Enfin, tout simplement... Ce qu'on dit souvent, c'est la faute au gouvernement. Non. Enfin, il faut nommer les choses. La nouvelle Constitution a consacré le rôle des régions. Ça, c'est clair. La transmission de cette Constitution en loi pour que les régions puissent être souveraines n'a pas été faite dans l'ancien gouvernement, notamment l'ère Ben Kirane. Donc c'est en stand-by depuis 2011. Depuis le gouvernement Ben Kirane 1 et 2, ça n'a pas été fait. Et donc, on est resté sur le schéma où l'Ouali, c'est l'ordonnateur, où la région a très peu de latitude. Et les moyens qu'elle a, c'est simplement des moyens de fonctionnement. Et donc, c'est aussi simple. C'est ça le problème. Le problème, il fallait simplement que les prérogatives des régions soient mises à leur niveau pour qu'ils puissent prendre les décisions. Et donc, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'on a fait les élections régionales
et qu'ils se sont retrouvés à gérer les budgets de fonctionnement, tout simplement. Là, on est sur de l'investissement, ils sont un peu plus ambitieux, ils ont annoncé des choses, mais si on regarde dans le détail, beaucoup d'argent qui est cité dans ces budgets sont du ressort de partenariats, ne sont pas directement au niveau des régions. Donc, ils n'ont pas encore les prérogatives. Ce pas des fonds propres. Ce pas des fonds propres. L'ordonnateur reste... Il faut les générer aussi. Bah, oui. C'est sûr. Il faut générer des fonds propres au niveau des régions. Exactement. Par des taxes locales, etc. La TVA, il faut qu'il y ait du transfert. Il y a une réforme. Il n'y a pas tout ça. Donc le problème est là. Le problème, il est simplement parce que l'ancien gouvernement a estimé que ce n'était pas la priorité, qu'il ne fallait pas le faire, pour des raisons, entre parenthèses, électoralistes, parce qu'on sait le pourquoi, et on revient au modèle de développement. Donc chaque homme politicien, et non pas homme politique, va avoir ce réflexe de se dire, bah tiens, je vais le gérer de telle manière à ce que ça profite à mon parti et ça me profite à moi en termes d'élections et en termes de nombre de voix. Donc malheureusement, on est dans ce type de calcul. C'est ça, oui. Parce que vous vouliez peut-être continuer sur ce point-là. La grande question, c'est la convergence. Et ça, c'est un vœu pieux aujourd'hui. Disons, à chaque fois que vous rencontrez un responsable, oui, effectivement, mais rien n'est fait. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, parce que d'abord, vous ne pouvez pas mélanger tous les ministères entre eux. Il y a des territoires à gérer, il y a des compétences, il y a des prérogatives à gérer. Mais il faut, à un moment donné, trouver un mécanisme de coordination qui permette de dire, quand on a un projet sur le terrain, il est prioritaire, il faut que tout le monde s'y mette. Et c'est pour cela. Alors, je ne parle pas du fait que la corruption continue. L'administration, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il y a encore de la corruption sur des secteurs qui sont, et les investisseurs peuvent vous le dire. C'est ça le problème. Ça a été dit sur le plateau d'Éco-Débat à plusieurs reprises, dont une où vous étiez là. J'aimerais juste, pour qu'on close cette première partie d'émission, qu'on parle d'un développement équilibré, et développement bien sûr économique et social et équitable qui contribue à instaurer un climat de stabilité. Alors ne sommes-nous pas souvent devant deux approches entre justice sociale, puisque c'est l'un des thèmes de cette émission, et la paix sociale? Hicham Hamadi. Oui, elles ne sont pas contradictoires. Qu'est-ce qui fait qu'elles le deviennent? Elles le deviennent parce que des responsables qui, normalement, devraient avoir comme priorité faire en sorte à ce que la loi soit appliquée, se mêlent de politique et se disent bah, « tiens, je ne le fais pas » et se cachent sous le fait que la paix sociale. Donc on a beaucoup de choses qui sont hors la loi au niveau de nos villes. Enfin, il n'y a qu'à regarder nos trottoirs, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe. Et on ne les touche pas pour une raison basique, c'est qu'on se dit bah, « tiens, la paix sociale ». Et donc, derrière, vous avez une cascade extraordinaire. Donc, quand vous laissez un emplacement commun qui est exploité par quelqu'un, vous allez laisser autre chose. Vous allez permettre à quelqu'un de construire ce qu'il veut sous couvert toujours de la paix sociale. Et vous avez une cascade magnifique. Et c'est ça le problème, c'est ce mélange-là. La paix sociale ne doit pas être garantie par des palliatifs hors la loi. Non, il faut que la loi soit appliquée. Pour une justice sociale, justement, aussi. Aujourd'hui, on fait de la justice, pour une justice sociale. On paie le prix de la paix sociale en se disant, bah, tiens, on ne respecte pas la loi, on permet à quelqu'un qui a une voiture qui n'a pas d'agrément de rouler, et donc, entre parenthèses, l'RTAF, et on se dit, non, la paix sociale, il faut qu'il génère un petit peu d'argent. On permet à quelqu'un qui a un café d'avoir une partie d'un trottoir, et donc personne, et c'est ce qui fait qu'on marche dans les rues comme des voitures. Ah non, la paix sociale, le gars, il nourrit une famille. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors peut-être que ce concept de paix sociale reste sur le court terme et que la justice sociale devrait être justement la solution, pas palliative comme vous l'avez dit, en tout cas comment on pourrait sortir un peu de cette injustice sociale. Il faut réfléchir à une affectation rationnelle des ressources qui va être multidimensionnelle, c'est-à-dire d'abord cibler les individus, cibler les groupes d'individus, cibler les régions, parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont encore enclavées, qui manquent de tout. Quand on est sur l'axe Rabat, Kénitra, Tangéma, etc., on trouve qu'il y a des choses qui se font, mais quand vous regardez le monde rural, ou l'arrière-pays de certaines, disons, mégalopoles comme Casa, etc., c'est terrible. Les dernières précipitations, les neiges, etc., ont montré combien
il y a des citoyens marocains qui ont les mêmes droits que vous et moi, n'arrivent même pas à avoir le minimum, parce qu'ils sont complètement enclavés. Ça devrait faire réfléchir les élus, ça devrait faire réfléchir le Parlement, ça devrait faire réfléchir tout le monde. Et c'est pour cela que prendre la responsabilité au sein d'un gouvernement ou se présenter comme étant un parti politique qui est censé être, selon la Constitution, la structure qui encadre les citoyens, il faut prendre en considération qui représente aussi les citoyens. Alors, en fait, quand on est dans des calculs électoralistes, d'épiciers, sur si je fais ça, je ne vais pas gagner ça, etc., ça ne marchera jamais. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. On sait que ce genre de guéguerre existe sous d'autres cieux, sous d'autres, même les démocraties les plus avancées. Mais en fait, les autres démocraties, qu'est-ce qu'elles ont? Ils ont déjà passé un moment où ils ont mis à niveau le monde rural, où ils ont essayé de donner le... C'est-à-dire, il y a les moyens de subsistance. Il faut qu'on donne les moyens de subsistance à tout le monde, que tout le monde puisse accéder à l'éducation, à la santé, et que la sécurité soit justement assurée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, disons, prendre prétexte sur le fait qu'on ne touche pas à ça parce que ça risque de déstabiliser la paix sociale. Ça ne marche pas. Effectivement, il faut qu'on revienne à cela, que l'on explique. Le plus important dans ça, il faut que l'opinion publique, il faut que le citoyen moyen, lambda, au fin fond du Maroc, comprenne que les choses vont changer. Alors justement, parce que c'est le thème de cette émission, ce nouveau modèle de développement économique et aussi humain surtout, je vous propose, messieurs, de reprendre la discussion sur deux autres thématiques juste après cette courte pause de publicité. Merci à nos chers téléspectateurs de rester avec nous, à tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui, en partie, en tout cas en première partie d'émission, à ce sujet central du modèle de développement. Alors messieurs, je voudrais vous poser cette question par rapport au benchmark. Alors on parle de benchmarker le modèle de développement. Est-ce qu'il est nécessaire de benchmarker? Et si oui, à quel degré? Est-ce que nous ne pouvons pas, par exemple, imaginer un modèle de réussite ou en tout cas comment notre modèle peut être en harmonie avec un réel projet de société? Drissa Essaoui. Enfin, quand on veut mener un travail de réflexion, tous les pays l'ont fait. On regarde un peu partout qu'est-ce qui marche, quelles sont les tendances, pourquoi, de manière très objective. Vous ne pouvez pas développer, c'est-à-dire choisir de mettre vos moyens humains, matériels, sur un secteur ou sur une orientation de vos politiques économiques sur des secteurs qui ne marchent plus. Vous ne pouvez pas revenir, par exemple, à la promotion du textile tel qu'on le faisait durant les années 80, les années 70. Vous allez chercher des niches où vous avez un avantage comparatif par rapport à la division internationale du travail. Donc, le benchmark n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas un complexe. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs, voir ce qui a marché, notamment pour gérer les fragilités sociales, par exemple. L'Amérique latine donne beaucoup d'exemples intéressants. Le Chili, par exemple. Le Chili, l'Argentine, etc. Même si l'Argentine est mal classée, mais ce n'est pas grave. On y reviendra. On y reviendra. Mais pour réfléchir, il vaut mieux regarder ce qui se passe ailleurs et revenir aux fondamentaux du pays. Il y a une histoire, il y a des hommes et des femmes, il y a un territoire et il y a une ambition. Et en fait, ce qui différencie un politique d'un technicien, c'est que le politique, il est stratège, il a une vision et il ose et il va dire « moi, je peux faire ça, il faut que j'amène les moyens pour le faire ». Et le technicien doit le suivre en principe. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comme les programmes électoraux. Il y aura beaucoup de copier-coller. Ceux qui vont annoncer leur programme, les autres vont les copier et on va aller sur ça. Alors qu'il y a des simulations à faire. Il y a des calculs, il y a des bases de données aujourd'hui qui sont disponibles, open source, où les partis politiques peuvent, s'ils mobilisent les compétences ils peuvent y accéder. Et c'est ça ce qui est demandé pour réfléchir sur un nouveau modèle de développement, parce qu'on ne peut pas le faire. N'oublions pas que le roi avait demandé à la Banque mondiale et au Conseil économique social à la Banque du Maroc de mener un travail sur le capital immatériel. C'est une base inestimable pour justement mobiliser tout ce potentiel qui reste dormant. Et c'est passé, en tout cas, on lit très peu de choses. On lit très peu de choses. Il y a des enquêtes, il y a des statistiques qui sont disponibles. Quand vous dites on, c'est qui? C'est la culture ambiante. Des partis politiques ou de tout le monde, gouvernement des responsables. Les administrations sont pleines d'études stratégiques qui sont dans les placards. Dans les tiroirs. Ils sont tassés dans le tiroir parce qu'il n'y a pas, ce qu'on a dit tout à l'heure, le service après-vente.
Très bien. Hicham Hamadi. J'aime bien cette question de service après-vente. Moi, je l'appelle maintenance. Vous achetez Une grosse machine. une grosse machine, il vous faut de la maintenance. Bah, dans nos systèmes, ce qui ne va pas bien, c'est là où il y a des maintenanciers. L'éducation, la santé, la justice. Les maintenanciers sont les êtres humains. Donc, en gros, aller benchmarker, voir ce qui se passe ailleurs, c'est basique. On sait qu'il nous faut des êtres humains en bonne santé, bien éduqués, et on a fait le cas. On a réussi. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait dans l'éducation, qu'est-ce qu'on fait dans la santé. Dans l'éducation, qu'est-ce qu'on va donner comme contenu, quel est le contenu de demain. Donc là, si on regarde nos manuels, si on regarde notre manière d'éduquer, elle date d'hier, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle est très lointaine. Elle n'est pas du tout dans l'air du temps. Le contenu, il est complètement décalé. Donc, ça produit les résultats qu'on a aujourd'hui. Donc, elle est benchmarkée, oui, ça a très bien fonctionné. Quand on voulait faire émergence, on a regardé ce qui se passe dans les maquiadores. Oui, ça nous a permis de créer du 180 000 emplois. Oh, bien. La difficulté, c'est après. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est cette vision. Est-ce que c'est simplement on fait le pompier, on va créer de l'emploi et donc la paix sociale et donc les gens vont manger, vont rentrer chez eux, ils vont dormir et ça s'arrête là? Ou bien qu'est-ce qu'on veut devenir? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Donc oui, benchmarker, il y en a. Enfin, il suffit de rentrer sur Google et on benchmark. On n'a pas besoin de faire des études parce que nos administrations, ils ont la fâcheuse tendance, à chaque fois qu'il y a une question, ah bah, on lance une étude. OK, un budget, un appel d'offres, une étude, un cabinet. Et puis après, un livrable extraordinairement bien chiadé. Exactement, avec beaucoup de phraseologie, avec beaucoup de phrases en français. Et on n'en fait rien. Mais on n'en fait rien. Alors en fait, faisons des erreurs. Une dernière intervention de Sidris et Essaoui avant de passer à notre prochaine thématique. Sur ça, vous savez, où est le problème? On a ce qu'on appelle le temps politique, il y a le temps du développement. Le temps politique, il est à très très court terme. C'est un mandat, c'est une élection, etc. Et ceux qui viennent avec des propositions et des projets pour faire du développement ne sont pas des... Heureusement que nous avons une institution monarchique qui se situe dans le long terme. Et c'est grâce au roi Mohamed VI qu'on est en train de mener les grands chantiers de transformation de ce pays, avec tout ce qui est sur l'infrastructure, Tangemed, etc., etc. Ce sont deux logiques différentes. Il y a la logique politique qui est dans le court terme, donc le temps politique. Il y a le temps du développement. C'est comme dans l'agriculture, c'est du moyen et long terme. L'éducation ne se réforme pas par un coup de baguette magique, ça se réforme sur le long terme. Très bien, nous allons passer, puisque pour cette émission, aujourd'hui, nous passons en revue un peu ce qui a fait l'actualité économique au Maroc. Et puisque vous parlez de court et moyen terme, je vais reprendre cela pour faire ma transition pour le second sujet. Il s'agit donc de ce départ d'Uber du Maroc. C'est une perte pour le digital, diront certains, un business model qui aurait pu contribuer à la création d'emplois, même si Uber n'a pas vraiment créé d'emplois au Maroc, puisqu'il n'y a pas de contrat pour ces chauffeurs Uber qu'utilisait la compagnie américaine pour faire l'intermédiation entre clients et chauffeurs. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'Uber a plié bagage du Maroc et Hicham Hamadi? Officiellement, ils ont annoncé que c'était le décalage entre le monde légal et le monde de la technologie. Ça, ce qui est annoncé officiellement. Virtuel. Voilà. Ce qu'il faut, qui est complètement faux, parce que Uber constate le même décalage partout dans le monde. Partout dans le monde, ils ont des problématiques administratives et des problématiques de légalité. Aucun pays à part les États-Unis. Les États-Unis, c'est à part parce que la loi a tout de suite changé. Mais partout dans le monde, ils ont le même problème. Donc, le Maroc ne fait pas exception. Ils le savaient depuis le départ. Ils savaient pertinemment qu'ils seraient en face de ce sujet et ils ont décidé de partir à mon sens, et c'est là où ça n'engage que moi, ce que je vais dire, ils sont partis pour des raisons économiques. Wow. Simplement parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour des raisons simples. Évidentes. C'est que leur modèle, c'est quoi? C'est de venir dans un pays, de venir dans un secteur où il y a du transport. Il y a des gens qui ont des agréments, il y a d'autres qui ont des agréments VTC ou agréments taxi. Eux, ils étirent le marché. C'est quoi étirer le marché? C'est créer d'autres acteurs. Et donc faire en sorte à ce que l'offre soit abondante, donc ce qu'on appelle nous dans notre métier la supply, et puis après qui ramène du client. Donc ça fait baisser le revenu moyen de chaque acteur.
Par contre, Uber, comme elle agrège tout cela, elle gagnera encore plus. Donc elle aura un volume de drivers, de chauffeurs extraordinairement élevé. Par contre, le revenu moyen de chaque acteur est minime. Mais ponctionnant un petit pourcentage minime de chacun, ça fait de l'argent. Eh bien, ils n'ont pas réussi à étirer ce marché ici au Maroc, pour des raisons de légalité, c'est sûr, mais surtout parce que, pour des raisons au niveau social, une femme ne peut pas monter chaque jour dans un type de véhicule différent, arrivant chez elle. On reste traditionnaliste chez nous. Vous savez, quand vous appelez un Uber, vous avez un jour un range, demain vous avez autre chose. Et ça vous emmène chez vous chaque jour, ce n'est pas possible. Il n'y a pas vraiment de voiture de luxe chez Uber au Maroc. J'ai testé une fois, j'ai eu un range. Bon, en tout cas, peut-être ils me l'ont envoyé spécialement. Parce que vous faites partie de la concurrence aussi. Rappelons-le, Hicham Hamadi. Donc, parce que vous représentez Hitch, qui n'utilise pas des voitures de personnes privées, mais plutôt des taxis. Je reviendrai à l'activité de Hitch juste après une réaction peut-être de Essaoui sur le départ et sur cet aspect de concurrence au Maroc. D'abord, je pense qu'ils sont partis pour des raisons de modèle économique. Oui. Ils ont un modèle économique qui ne cadre pas avec le Maroc. Les dernières statistiques montrent que, par exemple, les gens qui possèdent une carte bancaire, on est à 39%. Puis ceux qui l'utilisent pour faire des achats avec la carte, c'est 2%. Donc ces gens marchent avec ce système-là. Or, ils ont choisi quand même d'utiliser le cash pour le modèle Maroc. Peut-être que ça a fait que ça affaiblit. Là, il y a les raisons économiques dont vient de parler Hicham. Oui. Le fait que c'est un modèle socialement qui ne cadre pas avec ça. Il y a aussi le fait que les gens continuaient à utiliser les taxis rouges de Casablanca au lieu de cela. D'abord, pour des raisons économiques, parce que la course avec Uber coûtait plus cher. Alors, il y a très peu de gens, il y a les jeunes femmes, il y a les cadres, etc., qui, de temps en temps, de manière épisodique, c'est pas comme aux États-unis ou au Mexique. Ou en France, ou dans d'autres pays, même si en France, ça a été... Ailleurs, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher et c'est même plus sûr dans d'autres pays. C'est plus intéressant. Je pense que Uber n'a pas voulu se casser la tête. C'est comme pour les grosses marques internationales. Quand ils voient que le cash ne vient pas, que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, mais surtout avec de très, très grosses marges, ils préfèrent partir que de dire on va rester pour gérer, si vous voulez, les difficultés. Ça, c'était très simple. Là. Alors maintenant, la concurrence. Ça, c'est un gros chapitre, la concurrence au Maroc. Elle n'est pas du tout organisée, sincèrement. Et ce conseil de la concurrence? Le conseil de la concurrence est pratiquement en hibernation depuis un moment. Ils ont fait beaucoup. Il y a un texte qui est sorti. On devait désigner un nouveau président, de nouveaux membres, etc. La structure fonctionne toujours, elle est toujours là. Mais elle n'a pas les prérogatives que la loi lui a données, surtout dans le cas de la nouvelle Constitution. Il faut attendre. C'est un organe extrêmement important de gouvernance qui va permettre d'organiser justement cette concurrence. On l'espère. Mais pour l'instant, tout le monde y va de sa spéculation, y va de sa capacité à s'arroger des parts de marché. Peut-être quelque chose à rajouter sur justement ce modèle de concurrence, Hicham Hamadi, et notamment dans le transport. Parce qu'on voit, au-delà des transports des taxis, il y a eu cet exemple dans le transport routier ou même dans la logistique. Il y a quelques années, il y a eu beaucoup de réticences et puis ça s'est libéralisé au plus grand bonheur de notre économie et puis du citoyen aussi. Exactement. En fait, il faut travailler sur un modèle dans lequel on fait en sorte à ce que la qualité augmente. Donc la qualité du service augmente. C'est un des éléments clés qui ont fait que Uber tentait et sur lequel elle surfait en disant j'offre une qualité de service intéressante. Il faut aller sur de la formation. Donc je reviens au suivi maintenancier. Vous savez, quand vous avez un chauffeur qui est mal élevé, qui fume dans la voiture, mal rasé, mal huilé. Exactement. Ne parlons même pas de l'état du véhicule. Donc, il faut qu'on travaille sur ces éléments, la formation, la qualité de service. Par contre, il faut qu'il y ait un contrat social avec ces gens. On ne peut pas venir demander à être partenaire et générer des revenus sans contrepartie. Très bien. Et les contreparties sont connues. Il faut apporter de l'assurance maladie, il faut apporter un contrat social, il faut apporter des choses. C'est ça l'emploi. C'est là on parle de création d'emplois. Uber ne créait pas d'emplois au Maroc. Enfin, je le dis très fort.
a créé une petite structure qui ne dépassait pas une dizaine de personnes, ça s'arrêtait là. C'est à la limite une AGR, donc une activité génératrice de revenus à court terme. À court terme. Exactement. Et sans vraiment d'assurance ou de matelas au cas où ce revenu s'arrête. Ce n'est pas l'emploi décent que revendique l'Organisation mondiale du travail. Exact. C'est bien que vous... Par contre, on peut reconnaître quelque chose à Uber. C'est cet aspect d'ubérisation, cet aspect de se dire, on peut sortir d'un modèle, et je vais revenir au modèle de développement. Et c'est ce déclic-là qui est intéressant. En fait, ils sont venus, ils nous ont démontré qu'on peut faire autrement, qu'il y a matière à ce que ça se modernise, qu'il y a matière à ce que ça se digitalise et que la qualité augmente sans pour autant que le prix augmente. Ils nous ont fait cette démonstration magique et il faut qu'on comprenne que... je ne vais pas utiliser le mot ubérisation, je peux utiliser un autre, mais je ne vais pas le faire pour ne pas faire de la pub pour moi. Il faut qu'on s'en inspire. Peut-être avec la culture du pays. Exact, qu'on s'en inspire. C'est comme le système du payage sur l'autoroute. Exact. Le payage sur la télévision, quand Deuxième était votre chaîne concurrente, elle était sous payage. Il fallait faire une éducation. On préfère complémentaire que concurrente. Complémentaire, d'accord. Donc, le payage est une notion que les Marocains ne comprenaient pas. Payer une autoroute, ils ne comprenaient pas. Il a fallu beaucoup de pédagogie au sein du Parlement, etc., pour que les gens acceptent ce principe. L'ubérisation est une avancée, une itchisation, on va dire. Parce que sans publicité, s'il vous plaît. Alors, l'ubérisation, de manière globale, c'est un concept qui est rentré maintenant dans... C'est-à-dire, c'est une dématérialisation du service avec une augmentation de la qualité et une augmentation de la qualité du service rendu. Exact. Et c'est ce qui est intéressant. Par ailleurs, il faut que la société, il faut que ceux qui sont dans ce système se prennent en charge eux-mêmes. C'est ça la loi, la loi de fonctionnement de ce système. Alors, on va terminer cette émission avec cette troisième grosse actualité. Il s'agit de cet indice de la misère établi par l'agence financière Bloomberg, un classement qui prend comme indicateur de référence pour établir son indice de misère le chômage et l'inflation. Et dans ce triste classement, le premier sur le podium, c'est le Venezuela, en tête donc du peloton, plutôt le pays le plus misérable de la planète, grâce ou à cause d'une inflation à 152%, et un taux de chômage à peine 7,7%. Mais ce n'est pas vraiment une surprise pour l'un des plus gros exportateurs d'or noir dans le monde. Alors, messieurs, est-ce la malédiction du pétrole, ce cas du Venezuela? Driss Aissaoui. Oui. En fait, le Venezuela, il y a beaucoup de choses. Il y a une bonne partie de ce qui circule sur le Venezuela qui relève un peu d'une grande campagne anti-Venezuela, parce qu'on a vu des reportages sur des chaînes internationales qui démontrent que finalement, c'est un système. C'est vrai que la misère est là, parce qu'en fait, tout manque. C'est un pays qui travaille pratiquement à 90% sur les recettes pétrolières. La baisse depuis un moment du cours du pétrole, et maintenant c'est revenu à $50, $55. Donc ça n'arrange pas leurs affaires. Et le problème, c'est qu'on n'a pas densifié les secteurs économiques entre eux. On n'a pas créé d'activité autre que celle de l'importation. Parce qu'en fait, tous les pays rentiers, pour avoir la paix sociale, comme on disait tout à l'heure, importe tout de l'extérieur. Il y a l'exemple de l'Algérie aussi. L'Algérie, absolument. Juste pour rester sur d'autres continents, par exemple. Absolument. C'est-à-dire quand on est dans un système comme celui-là, on ne peut pas espérer que demain, dès lors que la mamelle vienne à s'assécher, on a des distorsions de l'autre côté. Donc le Venezuela est là. J'ai vu que sur le classement, il y a aussi l'Argentine, avec un taux d'inflation beaucoup plus conséquent. Oui. Il est extrêmement élevé. Il n'arrive pas à 152%, mais il est dans les 40%, peut-être dans les 39%. 152%, ce n'est pas le taux d'inflation, c'est l'indice de misérabilité. Alors, il faut faire la différence. On peut dire qu'une personne est pauvre et l'autre est misérable dans la mesure où elle n'a pas les moyens de subsistance nécessaires. C'est comme disait Karl Marx, les moyens de subsistance physique. Il ne peut pas manger à sa faim, il ne dort pas sous un toit, c'est-à-dire, etc., etc. Et ça devient sur une large échelle, sur l'échelle d'une nation. Et c'est là où on parle maintenant de misère.
Dans les discussions, on a toujours eu, par exemple, on parlait du Maroc, comment le Maroc lutte contre la pauvreté. Le Maroc n'a jamais connu cela. Nous avions une bonne partie de la population qui vivait en-dessus du seuil de pauvreté. Ça a été pris en main. Les autorités publiques, ils l'ont déclaré. Le roi lui-même le dit. On a dessiné une cartographie de la pauvreté. Sur 10 ans, on a eu des résultats avec des outils d'accompagnement qu'est l'INDH aujourd'hui, qui est appelé à évoluer. C'est un Alors modèle le Maroc aussi... ne fait pas partie de ce classement. Non, il fait pas partie. Il faut le préciser pour nos téléspectateurs. Sur les 69 pays, le Maroc ne figure pas dans ce classement de Bloomberg de la misère. On a des filets de sécurité, la solidarité familiale, mais même avec ça, il y a un organisme dont on parle très peu. C'est l'Observatoire national du développement humain, qui fait un travail extrêmement intéressant, où il a comme mission d'évaluer les politiques publiques à caractère social. Il le fait régulièrement. Et aujourd'hui même, jeudi, il présentait les résultats en compagnie de l'UNICEF sur la pauvreté multicritère de l'enfance au Maroc. J'ai là des chiffres qui sont assez préoccupants. Parce que, par exemple... il faut juste préciser que ce rapport vient tout juste, cette étude vient tout juste d'être publiée. D'être révélée, oui. Elle est toute neuve, donc on aura... on a la chance sur ce plateau que vous partagiez ça avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous donner, par exemple, la dimension logement. Le taux de privation chez les enfants de 4 à 5 ans, il est de 52,2% pour les enfants du monde rural. La moitié ? Oui, pratiquement. 16,8% pour les enfants résidant en zone urbaine. Nous avons 13,4% des enfants de 0 à 4 ans sont privés de la dimension santé. 13% 13,4%, tout milieu confondu. Pour la dimension de l'assurance maladie, le taux de privation pour 0 et 4, c'est de 66%. Wow. Dans le monde rural, 44% dans le milieu urbain. C'est-à-dire leurs parents n'ont aucune couverture. Et ça, on le savait. Ça, c'est un secret pour les personne. gens n'ont pas de couverture. Concernant les dimensions nutrition, 27% des enfants de 0 à 4 sont touchés par la malnutrition. C'est-à-dire que, pour dire, c'est un organisme public, ces données sont publiques. Il faut qu'on les regarde. Les partis politiques doivent regarder ça. Le gouvernement doit regarder ça. Et c'est son rôle de dire, attention, la pauvreté n'est pas que monétaire. Ce n'est pas parce qu'on a un revenu par habitant de 8 000 $ qu'on va se dire, ça y est, on a bonne conscience. Non, on a une pauvreté multicritère, c'est-à-dire la santé, tout ce qui contribue à la dignité de l'homme. C'est-à-dire la santé, l'éducation, le logement, tout, même les aspects culturels sont pris en charge. Donc, et c'est un travail qui est fait, bien entendu, avec l'UNICEF. Le Maroc a fait beaucoup d'efforts pour les enfants. Le travail d'enfants qui continue de persister pour des raisons sociologiques, pour des raisons économiques, mais nous avons à nous préoccuper de cette frange de la population. Hicham Hamadi. Alors, sur le Venezuela, je pense que pour nous, c'est une bénédiction qu'on n'ait pas trouvé jusqu'à maintenant, cet or noir, même si je ne serais pas mécontent si on le trouve demain, ce serait plutôt une bonne nouvelle. On parle de modèle de développement, ils ont tout construit autour de l'or noir parce que c'est normal et naturel, c'était quelque chose qui avait qui donnait une visibilité sur 100 ou 200 ans. Et donc aujourd'hui on roule grâce au pétrole, grâce au gasoil, et grâce à de l'essence. Donc c'est normal, ils ont tout construit autour. D'autres économies se sont construites autour d'autres choses, notamment les États-Unis, ils ont construit toutes leurs forces militaires et économiques autour du fait que tout le monde va utiliser le dollar. Et donc aujourd'hui, ils jouent sur le dollar est directement indexé au pétrole. Et sauf Ah, que la Chine a joué un tour. Elle est en train de... Pour l'instant, ce n'est pas encore très effectif. Pour l'instant, oui, en termes technologiques, il y a quand même une distance parce que c'est encore loin. Par contre, ça arrivera parce qu'elle a la masse, elle a le volume qu'il faut, qui absorbe tout ce qu'il faut. Elle a un marché intérieur extraordinaire. Donc, c'est chose qu'on n'a pas. Donc oui, son modèle de développement, ils l'ont construit autour du pétrole et ça fait qu'il arrive à ses limites. Aujourd'hui, il y a d'autres technologies qui arrivent. Les États-Unis ont mis beaucoup de moyens sur d'autres technologies. On est en train de le voir. Et ils ont compris qu'ils peuvent avoir la main mise sur l'ensemble des économies mondiales à travers d'autres outils. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est là où il faut être vigilant. Les points d'inflexion peuvent arriver rapidement, peuvent arriver d'un jour à l'autre. Donc les innovations créent des ruptures technologiques extraordinaires et donc des ruptures
politique et économique. C'est bien que vous parliez de rupture politique, parce qu'il y a un autre pays dont je voudrais parler avant que le temps de l'émission ne s'écoule. Il s'agit de l'Afrique du Sud, qui se place en 3e position de ce classement Bloomberg, de la misère. Donc on le sait, après l'effondrement du système Zuma, le nouveau président, Cyril Ramaphosa, a promis un nouveau départ pour son pays, l'Afrique du Sud. Cet ancien syndicaliste, messieurs, devenu... La Russie est bien placée sur ce homme d'affaires à millions. Exactement. La Russie, elle est très bien placée. Elle est très très bien placée. D'ailleurs, il y a un décalage. Elle est dans le sens négatif. La Russie, elle est, je pense, elle est 4e ou 5e. Elle est 8e, il me semble. Bon, en tout cas, moi, je voudrais juste m'arrêter, puisqu'on est sur le continent africain, qu'on parle d'un autre pays africain, celui de l'Afrique du Sud. Alors, pour la première fois depuis 1994, aujourd'hui, le ministre de l'économie, d'ailleurs qui était un des piliers du pouvoir sous Jacob Zuma, a relevé le taux de TVA à 15%. Est-ce une ère qui commence pour Ramaphosa sous le signe de l'austérité, Idrissa Essaoui? Très certainement, il l'a dit, c'est-à-dire aujourd'hui, et il a promis de lutter contre la corruption, contre toutes les pratiques qui ont fait que Zuma a été vilipendé tout le long de son mandat. Maintenant, si vous voulez faire des ajustements en termes de politique économique, en termes de politique sociale, surtout sur les politiques économiques, vous êtes obligé de faire des ajustements qui font mal, parce que vous devez tailler dans le vif, augmenter les impôts, réduire les subsides, etc. Mais en même temps, vous avez de la pauvreté à côté. Comment financer? Et ça, c'est l'ambivalence que les hommes politiques, surtout pour un pays comme l'Afrique, c'est un grand pays. C'est un pays qui est très avancé sur le plan économique, sur le plan des technologies, de l'information, etc. Mais les disparités sociales sont énormes, surtout dans les villes et avec le monde rural. Et le défi pour le nouveau président, c'est de pouvoir justement créer ce point d'inflexion qui permet d'abord d'injecter des revenus, d'améliorer le taux de croissance et surtout d'améliorer la gouvernance des finances publiques. Et j'ai Mamadi Idrissa Essaoui, je vous remercie pour ces éclairages. On a passé en revue 3 thématiques et très largement analysées et décortiquées par vos soins. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Éco-Débat. Je vous donne rendez-vous pour ma part la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec votre rendez-vous avec l'économie et la finance sur Médien TV, Médien TV Afrique. Excellente suite des programmes sur notre antenne.